Un enseignant dit à ses élèves qu'il donnera un examen dans le mois qui arrive. Les examens de cet enseignant s'effectuent toujours à midi. Il annonce également que l'examen sera un examen surprise. Dans ce cas, l'examen surprise signifie qu'aucun élève, aucun étudiant ne saura à l'avance quand se déroulera le contrôle. Plus précisément, aucun élève ne saura la veille de l'examen qu'il y aura un examen le lendemain à midi. Une fois posée la situation, eh bien tout de suite, nous voyons qu'il y a une petite difficulté. En effet, on peut obtenir un résultat curieux. Ce résultat part d'un constat évident et ensuite, vous allez voir, il s'appuie sur un raisonnement à rebours. Face à la situation de l'examen surprise, un étudiant pourrait raisonner comme suit. Le professeur, s'il entend tenir sa promesse annoncée, ne peut pas donner l'examen le tout dernier jour. En effet, s'il le faisait, la veille même de l'examen, ce ne serait plus une surprise. Tous les étudiants sauraient, dès le midi de la veille de l'examen, que l'examen surprise se ferait le lendemain et il n'y aurait plus de surprise. Mais alors, il ne peut pas non plus être donné l'avant-dernier jour. En effet, on peut appliquer la même idée. À midi de l'avant-veille, on saura que l'examen sera fait la veille, comme il ne peut pas être fait le dernier jour. Comme je l'ai déjà dit, ce problème est parfois présenté sous l'angle du bourreau ou du juge qui annonce l'exécution d'un prisonnier dans les mêmes conditions que celles qu'on vient d'évoquer. Alors, j'ai voulu présenter cette énigme sous l'angle des professeurs et des examens, car il faut comprendre que c'est un phénomène quotidien. Les enseignants annoncent effectivement des examens surprises et aucune contradiction de ce type ne semble surgir. Il ne semble pas impossible pour un enseignant de tenir sa promesse de donner un examen surprise. Alors comment concilier ce raisonnement et la réalité vécue? Nous allons voir donc la solution de Kripke, nous allons voir la solution de Quine, et enfin, si vous avez le courage, je vous présenterai la mienne, qui est très proche d'autres penseurs. Ce dilemme conduit à la fois à une analyse logique, mais aussi à une réflexion philosophique. Il dépend de la morale philosophique que nous pouvons en tirer. Kripke, dans sa solution, il commence par rappeler qu'il est possible de classer les œuvres artistiques de différentes manières. Et il rappelle que cet artiste Graham Greene classe ses œuvres en romans, en divertissement et divers genres encore. Un roman est censé être une œuvre plus sérieuse. Alors, un problème comme celui de l'examen pourrait être qualifié de divertissement, dans ce sens. C'est pour nous amuser à faire des raisonnements et pour faire un peu de logique. Mais ce problème peut avoir aussi des aspects sérieux. On peut le prendre comme un roman. Un roman dans la mesure où on peut en tirer des conclusions concernant nos concepts fondamentaux de connaissance. Nous sommes face à une situation dans laquelle tous les faits semblent clairement posés devant nous. En effet, nous n'attendons pas de nouvelles informations, et pourtant, nous ne savons pas vraiment ce qui ne va pas. Kripke va faire appel à une sorte, entre guillemets, d'expérience scientifique. C'est quelque chose qu'il a fait avec un ami. Et cette situation qu'il va décrire pourrait servir de modèle pour résoudre le problème. En fait, vous allez voir, il va changer d'échelle. Vous vous rappelez, quand on avait présenté le problème de Monty Hall, c'était l'argument des 1000 portes, où on allait changer d'échelle. Au lieu qu'il y ait 3 portes, on imaginait qu'il y en ait 1000. Et là, on comprenait mieux la solution que Savage avait proposée. Alors, je reprends sur Kripke. Il dit à son ami qu'il possède un jeu de cartes. Alors, complet ou incomplet, peu importe. Il suffit de dire qu'une carte précise s'y trouve. Kripke lui propose de parler de l'as de pique.
Les cartes vont être retournées une à une. Et Kripke rappelle à son ami qu'il ne saura pas à l'avance quand l'as de pique apparaîtra. Et là, nous allons faire un changement d'échelle. Mais contrairement au changement d'échelle qui intervenait dans le paradoxe de Monty Hall, où on augmentait la quantité, là, nous allons la réduire. Supposons que le jeu de cartes ne contienne qu'une seule carte. Kripke a dit à son ami « Cette carte est l'as de pique, mais tu ne sauras pas de quelle carte il s'agit avant qu'elle ne soit retournée. » Bien sûr, son ami lui répond « C'est n'importe quoi ce que tu dis, c'est un non-sens. » Ou alors tu dis quelque chose de faux au départ. Il n'y a pas d'as de pique, tu t'es trompé. Si quand tu retournes la carte, ce n'est pas... Revenons à l'examen surprise. Certains ont proposé que la transition significative se produisait entre l'exclusion du dernier jour et celle de l'avant-dernier jour, pour autant qu'il y ait 2 jours ou plus dans l'énoncé. Maintenant, supposons qu'il n'y ait que 2 cartes dans le jeu, l'as de pique et une autre carte. Kripke demande à son ami, à nouveau, « Tu ne sauras pas à l'avance quand l'as de pique sera retourné. » L'ami de Kripke aurait réagi de la manière suivante. « Il y a quand même quelque chose de très étrange dans ton annonce. Si tu as mis l'as en bas, je ne serais plus surpris de la découvrir en dernier, quand tu auras retourné la première carte. Donc, si tu as vraiment l'intention de faire ce que tu as dit, tu ne peux pas avoir mis l'as. Mais maintenant, j'ai prouvé que ce devait être la carte du dessus. Et donc, encore une fois, je ne serai pas surpris. Je le sais à l'avance. À aucun moment, il n'y aura de surprise selon ce raisonnement. Si tu l'as tiré en premier, il n'y a pas de surprise. S'il est tiré en deuxième, il n'y a pas de surprise qu'il soit tiré en dernier. Si Kripke a prétendu faire un tirage surprise à son ami, le raisonnement nous montre que c'est impossible. Ou alors, les deux seront surpris. Ils seront surpris si elle sort directement ou si elle ne sort pas directement. Donc, ils ne pourront être surpris qu'au premier tirage et jamais au dernier tirage. On ne peut pas faire une surprise au dernier tirage, comme on ne peut pas faire une surprise au dernier jour d'examen. Revenons maintenant au cas où il y ait les 52 cartes dans le jeu, ou du moins un grand nombre. Imaginons que Kripke assure à son ami qu'il a mis l'as de pique quelque part dans le jeu. Il dit ensuite à son ami qu'il ne saura pas à l'avance quand l'as apparaîtra, si les cartes sont retournées une par une. Kripke peut-il le garantir? Oui, jusqu'à l'avant-dernière carte. Il semble clair qu'il peut le faire. Son ami peut toujours effectuer le même genre de raisonnement que dans le cas des 2 cartes. Le raisonnement peut être généralisé. Cependant, cela semble très peu convaincant quand il y a beaucoup de cartes. On a donc l'impression que le raisonnement s'affaiblit à mesure qu'il y a de plus en plus de cartes. C'est en soi étrange, car il s'agit du même raisonnement appliqué encore et encore. Bien sûr, ce genre de phénomène nous est familier grâce au paradoxe du tas. Vous vous rappelez, à partir de quelle quantité de grains de sable peut-on dire que nous avons devant nous un tas de sable? On peut faire le même raisonnement à partir de la pauvreté. Si quelqu'un n'a qu'1 euro en tout et pour tout, il est pauvre. Et si quelqu'un, avec seulement 1 euro de plus, est pauvre à son tour, à partir de combien d'euros quelqu'un n'est plus pauvre? On peut habituellement, quotidiennement, le dire en faisant des comparaisons globales. C'est ce qu'on fait si la question demeure. Celui qui a 1 euro de moins est pauvre et pas celui qui a 1 euro de plus, quoi qu'il en soit. En suivant le raisonnement inductif, c'est impossible, même d'obtenir une valeur approchée pour distinguer le riche du pauvre. Vous comprenez bien que cette différence entre riche et pauvre, elle ne peut se faire que de manière floue, on va dire, de manière arbitraire. On va fixer une barrière, mais on verra que des gens vont être considérés non pauvres alors qu'ils n'ont quasiment rien comme différence par rapport aux pauvres. Donc il y aura toujours ce problème. Par conséquent, par induction mathématique, peu importe le nombre d'euros qu'elle possède, cette personne est pauvre comme celle qui avait 1 euro de moins. Par induction mathématique, on peut ajouter, il aura des millions d'euros
et par induction mathématique, on considérera qu'il est pauvre. C'est un problème philosophique profond et familier. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Et c'est vraiment difficile de dire exactement ce qui cloche. Le problème du tas ou de la pauvreté implique un raisonnement avec un prédicat vague, mais il n'est pas clair que le problème soulevé ici implique une quelconque question de flou. Quelles sont les prémices du raisonnement qui posent problème? Eh bien, vous le saurez peut-être dans la prochaine vidéo.